J'ai monté l'entreprise de mon père de zéro, après avoir abandonné l'université. Pendant que mon frère préféré, lui, est parti étudier et travailler dans la finance. Après 7 ans de travail acharné, mon père a voulu donner à mon frère la moitié de tout ce pourquoi j'avais travaillé dur. J'ai alors adopté la politique de la terre brûlée. Alors, j'ai passé 7 ans à transformer l'atelier mourant de 300 000 € de mon père en un empire de 8 millions d'euros. Ensuite, il a fait venir mon frère, ce gars de la finance qui n'avait jamais tenu une clé à molette, pour être mon PDG, avec le même salaire. Alors, j'ai pris les clients, l'équipe, et j'ai ouvert mon propre atelier, à environ 5 km de là. Maintenant, je génère 1,2 million par mois, pendant qu'ils subissent le karma. Prenez du popcorn, et profitez du chaos. Mon vieux a fondé Rodriguez Heavy Equipment Repair, en 1989. À l'époque où une poignée de main signifiait quelque chose, et où votre réputation était le seul marketing dont vous aviez besoin. 36 ans à ramper sous des pelleteuses, à reconstruire des transmissions, et à faire tourner les entreprises de construction. Moi, un homme de 32 ans, j'ai grandi dans cet atelier. J'ai commencé à 11 ans, à balayer les sols, et à ranger les boulons. À 14 ans, je pouvais diagnostiquer une pompe hydraulique défaillante, rien qu'au son. J'y ai passé tous mes étés et tous mes week-ends, pendant que mon grand frère, Drew, était parti faire ce que font les enfants parfaits. Des camps de football, la préparation aux examens, des événements de réseautage, apparemment. Drew a 38 ans maintenant, soit 6 ans de plus que moi. Il a toujours été la fierté et la joie de maman et papa. Celui qui s'en est sorti, a obtenu son diplôme en finance dans une bonne université, et a décroché un emploi dans une société d'investissement en ville. Papa avait l'habitude de montrer les cartes de visite de Drew, lors des réunions de famille, comme si c'était des médailles olympiques. Pendant ce temps, j'arrivais avec du gazole sur mes bottes, et on me demandait quand j'allais faire quelque chose de concret de ma vie. J'ai essayé la fac. Vraiment. Je me suis inscrit en génie mécanique, avec une option en commerce. Je me disais que je reviendrais avec des diplômes, qui forceraient papa à respecter ce que je faisais. J'ai tenu exactement un semestre. Être assis dans des amphithéâtres, pendant qu'un professeur qui n'avait jamais tenu une clé à molette, expliquait les distributions de charges théoriques, m'a semblé être une perte de temps, un temps que je n'avais pas. L'atelier avait besoin d'aide. Papa était noyé sous le travail, et n'avait pas les moyens d'embaucher quelqu'un de compétent. Alors, j'ai abandonné, j'ai dit à papa que je voulais m'y mettre sérieusement. Et il a prononcé les mots magiques, « Reste avec moi, gamin. Construis cette affaire correctement, et un jour, elle sera à toi. » C'était il y a 7 ans, en 2018. L'atelier rapportait peut-être 300 000 € par an. Papa se tuait à la tâche, et nous avions 3 mécaniciens à temps partiel, qui venaient quand ils en avaient envie. Notre flotte se résumait à une camionnette, qui tombait en panne plus souvent que les équipements que nous réparions. J'ai tout changé. Première étape, la spécialisation. Papa acceptait n'importe quel travail, qui passait la porte. Réparer le tracteur d'un agriculteur, entretenir le pick-up d'un entrepreneur, peu importe. J'ai dit, non, nous passons exclusivement à l'industriel. Équipements de construction, plateformes minières, véhicules municipaux, flotte commerciale, des entreprises avec des budgets de maintenance, et des contrats récurrents, pas des travaux ponctuels payés des clopinettes. Ensuite, j'ai proposé un concept, qui semblait fou. Un service d'urgence 24h24 et 7h7. Tous les autres ateliers de la région fermaient à 17h, mais les entreprises de construction ont besoin que leurs chargeuses tournent dès 6h du matin. Les mines fonctionnent 24 heures sur 24. Les entreprises de logistique ne peuvent pas se permettre de temps d'arrêt. Nous avons donc commencé à proposer des réparations d'urgence en dehors des heures de bureau, à des tarifs majorés. Double pour les nuits, triple pour les jours fériés. Soudainement, chaque chef de chantier, dans 3 comtés, avait mon numéro de portable. En l'espace de 18 mois, nous sommes passés d'une camionnette à 8. De 3 gars peu fiables, à 20 mécaniciens solides. J'ai mis en place des bons de travail numériques, un suivi GPS sur les véhicules de service, et une gestion des stocks qui avait enfin du sens. Papa a continué à travailler sur les outils, parce qu'il ne pouvait pas s'en empêcher. Mais moi, je gérais tout le reste. Les ventes, les opérations, la gestion de l'équipe, et les relations clients. Les mécaniciens plus âgés,
m'ont d'abord mis à rude épreuve. Un gamin d'une vingtaine d'années, disant à des vétérans comment faire leur travail. Oui, c'est super bien passé, mais je les ai vite fait taire. À la 4e année, nous avions atteint 40 employés, et 12 camions de service. Les revenus ont bondi, passant de 300 000 € à 4,2 millions. À la 6e année, nous frôlions les 8 millions par an, avec 53 employés, et 18 véhicules. 8 millions d'euros. Papa et moi touchions tous les deux des salaires de 160 000 €, soit plus du double de ce qu'ils gagnaient avant, mais nous n'étions pas exactement riches. La plupart des bénéfices étaient réinvestis, mais nous construisions quelque chose de concret. Notre taux de rétention des clients était de 94%. Quand les entreprises avaient besoin d'un service d'urgence, elles nous appelaient en premier. L'équipe me respectait, parce que je ne leur demandais jamais de faire quelque chose que je ne ferais pas moi-même. J'ai appris à la plupart d'entre eux les diagnostics hydrauliques avancés. Drew, pendant ce temps, vivait sa meilleure vie en centre-ville. Un bel appartement, une belle voiture, de beaux costumes. Il nous rendait visite peut-être 2 fois par an, généralement pendant les fêtes, en faisant toujours ses commentaires subtils sur le fait que j'aurais dû terminer mes études ou développer une ambition professionnelle. Une ambition professionnelle, sérieusement? Comme si transformer une entreprise en difficulté de 300 000 € en une entreprise de 8 millions d'euros, pendant qu'il brassait des fichiers Excel, n'était pas assez ambitieux. Ma petite amie, Jen, maintenant ma fiancée, mais nous y viendrons, comprenait réellement ce que je faisais. Quand je rentrais à la maison à minuit, avec une odeur de fluide hydraulique, elle se contentait de rire, et jetait mes vêtements directement à la machine. Son père dirigeait une entreprise de plomberie, donc elle comprenait. Elle respectait le travail. Maman et papa, en revanche, l'ont détestée dès le premier jour. Elle n'est pas assez raffinée, a dit maman une fois. Traduction, Jen a grandi dans la classe ouvrière, elle n'avait pas le sourire de façade des concours de beauté, et n'était pas impressionnée par les histoires de papa, sur l'héritage familial. Lors des dîners de famille, maman posait des questions pointues, sur la trajectoire professionnelle de Jen, et lui demandait si elle continuerait à travailler après le mariage. Papa reconnaissait à peine son existence. Ce qu'il voulait vraiment, c'était que Drew leur donne des petits-enfants. Maman faisait constamment des allusions, montrait à Drew des photos des enfants de ses amis, et disait à quel point ce serait bien d'avoir des petits à la maison, avant qu'ils ne deviennent trop vieux. Puis est arrivé le dîner d'anniversaire des 67 ans de papa, il y a 3 mois. C'est là que tout a basculé. Nous sommes tous là. Moi, Jen, Drew, maman, et papa, dans ce bon restaurant de viande que papa aime bien. Papa commande son 3e verre, et commence à parler de chiffres. Il mentionne que l'atelier fait près de 8 millions maintenant. Il mentionne sa santé déclinante. Les décennies d'exposition à l'amiante le rattrapent. Sans parler de l'arthrite dans ses 2 mains. Drew se redresse, comme un chien de chasse qui sent une piste. 8 millions. Sérieusement? Chiffre d'affaires brut, je précise. Les marges ne sont pas énormes après les coûts. Mais Drew fait déjà les calculs dans sa tête. Je peux le voir. Et papa a ce regard, comme s'il était sur le point d'annoncer quelque chose d'important. J'ai pensé à la succession, dit papa. À l'héritage, à la famille. Et c'est parti. Drew, je sais que tu as bien réussi dans la finance, que tu t'es construit une belle carrière, mais j'espérais que tu pourrais envisager de rentrer à la maison, de travailler avec ton frère, et de construire cette entreprise ensemble. Drew se met carrément à rire. Papa, j'apprécie l'intention, mais je gagne 180 000 € par an en gérant des portefeuilles. Je ne cherche pas exactement à me salir les mains. Tu n'aurais pas à le faire, dit papa, en se penchant en avant. C'est ce que fait ton frère. Je parle d'apporter une véritable stratégie commerciale à l'opération, une bonne gestion financière, et une planification de la croissance. Et juste comme ça, je vois où cela mène. Nous pourrions professionnaliser toute l'opération, continue Drew, qui commence à s'habituer à l'idée. Mettre en place des systèmes, des processus, et la faire évoluer correctement. Avec mon bagage financier et mon expérience en gestion. L'entreprise s'est très bien développée, je l'interromps. Nous sommes passés de 300 000 à 8 millions, en 7 ans. C'est impressionnant, dit Drew, avec ce sourire condescendant qu'il a toujours. Mais il y a une différence entre travailler dur,
et travailler intelligemment. Papa a construit d'excellentes fondations, mais sans un cadre commercial approprié. C'est moi qui ai mis en place ce cadre. Chaque système que nous utilisons, chaque processus, chaque contrat client, c'est moi qui l'ai construit. Maman intervient. Drew a fait des études, mon chéri. Il comprend la stratégie d'entreprise, d'une manière que tu ne pourrais pas comprendre, parce que tu as abandonné. Silence gênant. Jen me serre la main sous la table. Papa a l'air excité. Maman a l'air suffisante. Drew a l'air de venir de découvrir un billet de 20 € dans sa poche. Parlons-en un peu plus, dit papa. Je pense que voir mes deux fils travailler ensemble, pourrait être quelque chose de spécial. Une vraie entreprise familiale. J'aurais dû le voir venir. J'aurais dû savoir que la promesse de papa, un jour ça sera à toi, avait une date d'expiration. Mais j'y croyais vraiment. Je l'avais mérité. Je l'avais construit. Cela devait bien compter pour quelque chose. Il s'avère que les liens du sang comptent plus, et que le sang de Drew, apparemment, était livré avec un diplôme de commerce, ce qui en faisait un cru de qualité supérieure. Les appels ont commencé dès le lendemain. Papa voulait explorer l'opportunité. Drew m'envoyait des articles sur la planification de la succession dans les entreprises familiales. Maman parlait de la merveilleuse chance d'avoir ses deux fils travaillant ensemble. De la façon dont c'était le rêve de papa devenu réalité. Personne ne m'a demandé ce que je voulais. Personne n'a mentionné que j'avais passé 7 ans à bâtir cet empire, pendant que Drew encaissait ses chèques de paie ailleurs. Mais bon, la famille reste la famille, n'est-ce pas? 2 semaines plus tard, papa a convoqué une réunion formelle, avec des avocats. C'est là que j'ai compris que j'étais foutu. L'avocat spécialisé en succession de papa, était assis derrière un bureau en acajou, avec des documents empilés comme des obus d'artillerie. Je suis entré, en m'attendant à une conversation sur le rachat éventuel des parts de papa, ou peut-être à discuter des termes d'un partenariat. Ce que j'ai eu, c'est une exécution corporative, déguisée en réunion de famille. Papa a commencé par la routine pour adoucir le terrain. Il a parlé d'héritage, du fait de garder l'entreprise dans la famille, de son rêve de voir ses fils travailler ensemble. Drew était assis là, dans son costume Brooks Brothers, ayant l'air d'assister à une réunion du conseil d'administration chez Goldman Sachs, au lieu de discuter d'un atelier de réparation diesel. Ensuite, l'avocat a fait glisser des documents sur le bureau. La proposition, papa transférerait la propriété, au cours des 12 prochains mois. La répartition finale, 45% pour Drew, 45% pour moi, et 10% conservés par papa, en tant qu'action consultative. Drew interviendrait en tant que PDG, à 210 000 € par an. Je serai le directeur des opérations, CO, ce qui semble important, jusqu'à ce que vous réalisiez que cela signifie, faire tout le vrai travail, pendant que quelqu'un d'autre en récolte les lauriers. Cette structure offre une efficacité de gestion optimale, a expliqué l'avocat, de cette voix sans émotion. L'expertise financière de Drew, combinée à vos connaissances opérationnelles, crée un leadership complémentaire. Complémentaire, comme si j'étais le faire-valoir dans ma propre histoire. Drew s'occupera de la planification stratégique, de la gestion financière, et du développement commercial, a poursuivi papa. Tu géreras les opérations quotidiennes, la supervision de l'équipe, et le côté technique. Donc, je fais ce que je fais déjà, ai-je dit lentement. Et Drew fait. Quoi exactement? Le leadership exécutif, a dit Drew. Fixer la direction, construire des cadres de travail, gérer la stratégie de croissance, des choses qui nécessitent une réflexion de niveau MBA. Une réflexion de niveau MBA, pour une entreprise dans laquelle il n'avait jamais travaillé, au service de clients qu'il n'avait jamais rencontrés, dans un secteur qu'il ne comprenait pas. J'ai déjà rédigé un plan de croissance sur 5 ans, a ajouté Drew, en sortant son propre document. Standardisation des protocoles de service, expansion sur 3 marchés supplémentaires, mise en œuvre de la gestion de la qualité Six Sigma. Six Sigma? Nous réparons des pelleteuses, nous ne fabriquons pas des semi-conducteurs. Cette attitude est exactement la raison pour laquelle nous avons besoin d'une gestion professionnelle. Drew a souri, comme s'il expliquait l'arithmétique à un enfant. Papa a construit quelque chose de grand ici, et tu as fait un travail solide pour le maintenir, mais pour vraiment passer à l'échelle. C'est moi qui l'ai fait passer à l'échelle, de 300 000 à 8 millions. C'était moi.
En utilisant les fondations de ton père, est intervenue maman. Elle était restée silencieuse jusque-là, tapie dans le coin, comme une araignée. Tu as eu tous les avantages. Sa réputation, sa clientèle, ses installations. Drew construit son succès à partir de zéro, dans un secteur concurrentiel. À partir de zéro. Comme si j'avais hérité d'un empire florissant, au lieu d'un atelier en difficulté, qui couvrait à peine son loyer. Que se passe-t-il si je dis non, ai-je demandé. La pièce s'est figée. Papa avait l'air mal à l'aise. Drew avait l'air agacé. L'avocat avait l'air de quelqu'un, pour qui ce n'était pas la première bataille de succession. Alors je vends à un tiers, a dit papa doucement. J'ai 67 ans, fils. Mes poumons sont foutus. Mon arthrite s'aggrave. J'ai besoin de transmettre cette entreprise, avant de ne plus en être capable. Soit elle reste dans la famille, soit elle ne l'est pas. La famille, ça veut dire les 2 fils, a ajouté maman. Pas seulement un. Voilà. L'ultimatum, enveloppé dans une manipulation émotionnelle. Accepter Drew comme mon patron, ou regarder papa vendre l'entreprise que j'avais construite, à des étrangers. Et pour la répartition du salaire, ai-je demandé à l'avocat. Pourquoi Drew obtient-il la même chose que moi, alors que je suis ici depuis 7 ans, et qu'il est ici depuis 7 minutes? Les postes de direction commandent une rémunération proportionnelle, a dit l'avocat. Les rôles de PDG et de directeur des opérations s'alignent traditionnellement, dans des opérations de taille similaire. De plus, a ajouté Drew, en s'adossant à sa chaise, j'accepte une baisse de salaire, par rapport à mon poste actuel. Quitter 180 000 €, pour venir gagner 210 000 €, c'est à peine une amélioration, quand on prend en compte le risque de carrière. Le risque de carrière. Venir diriger une entreprise qui était déjà couronnée de succès. Un risque de carrière. J'avais envie de renverser la table. Au lieu de cela, j'ai hoché la tête, j'ai souri, et j'ai posé quelques questions de clarification. Je leur ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Ne prends pas trop de temps, a dit papa, alors que je me levais pour partir. J'aimerais que ce soit résolu avant les fêtes. En sortant, j'ai appelé Jen. Il faut qu'on parle. À quel point c'est grave. Niveau nucléaire. Le lendemain matin, j'ai appelé papa. J'y ai réfléchi. Allons de l'avant avec le plan. Papa avait l'air soulagé, excité même. C'est merveilleux, mon fils. Drew prépare déjà les documents d'intégration. Il est très minutieux. Je suis sûr qu'il l'est. Oh, et encore une chose. Drew a mentionné qu'il serait bon que tu t'habilles de manière plus professionnelle, quand il commencera. Tenue de ville décontractée, au minimum. Les premières impressions comptent, quand nous construisons cette nouvelle structure. Tenue de ville décontractée. Dans un atelier de réparation de moteurs diesel, où je passais la moitié de mon temps sous des véhicules. Tenue de ville décontractée. Pour avoir l'air d'un dirigeant, devant. Devant quoi? Bien sûr, papa. Tout ce que Drew pense être le mieux. J'ai raccroché, et j'ai immédiatement commencé à planifier mon départ, parce que, au diable toute cette situation. Mais d'abord, j'avais besoin de comprendre exactement, à quel point je pouvais faire des dégâts, en partant. Le premier jour de Drew, chez Rodriguez Heavy Equipment Repair, ressemblait au fantasme d'un influenceur LinkedIn. Il est arrivé avec un pantalon gris ardoise, une chemise boutonnée repassée, et des chaussures habillées en cuir, qui coûtaient probablement plus cher que la mensualité de mon camion. Dans un atelier où nous entretenons des équipements miniers, où le concept de rester propre, est une blague cruelle que l'univers fait aux mécaniciens. Papa lui a fait faire le tour complet, en le présentant à chaque membre de l'équipe, comme s'il présentait le prince héritier à ses sujets. Voici mon fils, Drew. Il va nous aider à amener l'entreprise au niveau supérieur. La plupart des gars ont juste hoché la tête, lui ont serré la main, et sont retournés au travail. Mais j'ai vu les regards, les sourcils levés. Big Tommy, mon chef d'équipe, qui était avec moi depuis la 2e année, a croisé mon regard, et m'a fait un signe discret voulant dire « C'est quoi ce bordel ?» La visite de Drew a duré environ 30 minutes, avant qu'il ne se retire dans le bureau, que nous avions vidé pour lui. En moins d'1 heure, il avait réorganisé les meubles, et était en communication avec un consultant, concernant l'optimisation opérationnelle. J'ai passé la journée,
à travailler sur la reconstruction d'une transmission, pour l'un de nos clients miniers. Vers 15 heures, Drew est sorti de son bureau, contournant prudemment les taches d'huile, comme si elles risquaient de l'attaquer. Et, on peut parler des inefficacités dans la planification de l'équipe, a-t-il crié, par-dessus le bruit des outils pneumatiques. Je me suis essuyé les mains avec un chiffon. Quelles inefficacités? Eh bien, j'ai examiné les registres, et il y a une variance importante, dans les temps d'achèvement des travaux. Certains travaux qui devraient prendre 2 heures, en prennent 4. C'est inacceptable. Ce sont des estimations. Les réparations dans le monde réel ne suivent pas une feuille de calcul. Avec une formation adéquate et une standardisation. Ces gars sont des maîtres mécaniciens, avec des décennies d'expérience. Ils ne sont pas le problème. Drew a froncé les sourcils. Alors, c'est quoi? Rien du tout. Nous terminons 96% des travaux dans les temps, ou on avance sur les estimations. C'est le meilleur chiffre de l'industrie. Selon quelle mesure? Selon le fait d'avoir une réelle expérience dans cette industrie. Silence tendu. Quelques mécaniciens faisaient semblant de ne pas regarder, tout en regardant absolument tout. Écoute, a dit Drew, en baissant légèrement la voix. Je comprends que ce soit un ajustement, mais papa m'a fait venir pour une raison. J'ai des compétences que tu n'as pas. Et si nous allons travailler ensemble? Tu veux dire, si je vais travailler sous tes ordres? Je veux dire, si nous allons construire quelque chose de plus grand, que ce que chacun de nous pourrait faire seul. Bingo, des mots à la mode de l'entreprise. Il avait casé 3 clichés en une phrase. Impressionnant, vraiment. Ce soir-là, papa m'a convoqué dans son bureau. Maman était là aussi. Jamais bon signe. Drew a mentionné que tu as fait de la résistance aujourd'hui, a commencé papa. J'ai répondu à ses questions. Avec de l'arrogance, a ajouté maman. Il essaie d'aider. La moindre des choses, serait de montrer un peu de respect. Du respect? Pour un gars qui n'avait travaillé exactement 0 jours dans cette industrie, qui ne pouvait pas diagnostiquer un joint de culasse cassé si sa vie en dépendait, qui se voyait confier la copropriété d'une entreprise, à laquelle il n'avait en rien contribué. J'essaie de m'adapter, ai-je dit prudemment. C'est un grand changement. En parlant de changement, a poursuivi maman, ton père et moi avons discuté. Maintenant que Drew revient et construit sa vie ici, nous espérons qu'il va s'installer, et fonder une famille. Et c'est reparti. C'est génial, ai-je dit d'un ton neutre. Nous pensons qu'il est temps d'avoir des petits-enfants, avant que nous ne soyons trop vieux pour en profiter. Elle a fait une pause. Drew est à un bon stade de sa vie pour cela. Stable, mature, prêt à être père. L'insinuation planait dans l'air, comme de la fumée de moteur. Drew était le parent approprié. Drew fournirait des petits-enfants acceptables. J'étais l'éternel raté, avec la petite amie pas assez raffinée, qui portait des jeans au dîner de famille. Jen et moi sommes fiancés, ai-je dit. Nous pensons fixer une date. Le visage de maman s'est crispé. C'est. Eh bien, c'est ton choix. Nous pensons juste que le chemin de Drew pourrait être plus en phase avec ce dont cette famille a besoin, en ce moment. Cette famille a besoin de petits-enfants, via le bon fils. Pigé. Ne sois pas dramatique, a dit papa. Ta mère exprime simplement le fait que Drew est dans une position plus stable, parce qu'il n'a pas gâché sa vie dans un atelier. J'ai terminé sa phrase. Ouais, je comprends parfaitement. Je suis parti avant de dire quelque chose que je regretterais, ou quelque chose que je ne regretterais pas, ce qui était plus probable. Les 3 semaines suivantes ont été une classe de maître, en colonisation d'entreprise. Drew a mis en place des réunions matinales debout, où les mécaniciens devaient rapporter leurs activités prévues pour la journée. Il a introduit un système de soumission d'amélioration des processus, que personne n'a utilisé. Il a embauché un consultant en affaires, à 15 000 € pour un contrat de 3 mois, afin d'évaluer notre efficacité opérationnelle. L'équipe était misérable. Tommy est venu me voir à la fin de la 2e semaine. Patron, m'a-t-il dit, ils m'appelaient tous patron, pas Drew. C'est quoi ce bordel? La moitié des gars cherchent un autre travail. Ces bêtises d'entreprise ne fonctionnent pas dans notre métier. Je sais. Alors fais quelque chose. J'y travaille. Ce sur quoi je travaillais,
c'était une stratégie de sortie, qui détruirait leurs opérations si complètement, qu'ils le ressentiraient pendant des années. J'ai commencé par des réunions avec les clients. Des échanges informels avec nos comptes majeurs, les relations que j'avais personnellement construites, au cours des 7 dernières années. J'ai mentionné que je pourrais faire des changements bientôt. Je leur ai demandé s'ils seraient intéressés, de continuer à travailler spécifiquement avec moi. 8 sur 10 ont dit oui, immédiatement. Ce n'étaient pas les clients de papa, c'étaient les miens. Ensuite, j'ai approché l'équipe individuellement, prudemment, en commençant par les gars en qui j'avais le plus confiance. Je leur ai demandé s'ils seraient prêts à quitter le navire, si je lançais quelque chose de nouveau. 12 mécaniciens ont dit oui, en l'espace d'une semaine. Les meilleurs. Les gars qui pouvaient gérer l'hydraulique complexe, les diagnostics électriques, le travail qualifié qui sépare les excellents ateliers des médiocres. J'ai trouvé un entrepôt à environ 5 km de là. Plus petit que notre installation actuelle, mais suffisant pour commencer. J'ai utilisé la majeure partie de mes économies, plus un prêt de 150 000 €, de la part du père de Jen, qui a compris la situation bien mieux que mes propres parents, pour louer l'espace, et acheter l'équipement de base. Pendant tout ce temps, j'ai souri, j'ai hoché la tête, j'ai accepté les initiatives idiotes de Drew, j'ai porté les vêtements décontractés que papa m'avait demandé, et j'ai joué le rôle du petit frère obéissant. 3 semaines plus tard, j'étais prêt. Tout était aligné. Les clients étaient assurés, l'équipe était engagée, l'espace était loué, l'équipement était acheté. Il était temps de présenter à Drew le concept des conséquences. J'ai choisi un lundi matin, pour un impact maximal. Drew avait programmé l'une de ces ridicules sessions de planification stratégique à 9 h, ce qui signifiait que toute l'équipe serait là, à le regarder bavarder sur les synergies, ou je ne sais quoi. Je suis arrivé à 7 h, plus tôt que d'habitude. Papa était déjà là. Les vieilles habitudes ont la vie dure, il travaillait sur quelque chose dans la baie 3. Bonjour, ai-je dit. Bonjour, fils. Le café est frais. En fait, j'ai besoin de te parler de quelque chose. Nous sommes allés dans son bureau. J'avais un dossier avec moi, ma lettre de démission, des copies de l'enregistrement de ma nouvelle entreprise, le contrat de location de mon entrepôt, et une liste des clients qui s'étaient engagés à me suivre. Professionnel, net, indéniable. Je pars, ai-je dit. Je lance mon propre atelier. La plupart de tes gros clients viennent avec moi, ainsi que 12 de nos meilleurs mécaniciens. Voici mon préavis officiel. Papa a juste fixé les documents, comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. Tu fais quoi? Je pars. Je ne vais pas passer les 30 prochaines années, à jouer les seconds rôles pour quelqu'un, qui ne sait pas faire la différence entre une pompe hydraulique, et un trou dans le sol. Ses clients. La voix de papa est devenue creuse. C'est Morrison Construction, Bridgeport, Patterson Mining. Ce sont nos plus gros clients. Ce sont mes clients, papa. J'ai construit ces relations. Ils me font confiance à moi, pas au nom de l'entreprise. Et ils ont accepté de transférer leurs affaires, vers ma nouvelle opération. C'est du vol. C'est de la concurrence. Tu voulais que Drew apporte des pratiques commerciales professionnelles. Eh bien, en voici une, les clauses de non-concurrence. Tu ne m'en as jamais fait signer une. Aux mécaniciens non plus. Donc, légalement, et éthiquement, je suis irréprochable. Le visage de papa est devenu rouge. Après tout ce que j'ai fait pour toi, je t'ai donné un travail. J'en ai fait un empire. Il y a une différence. J'allais t'en donner la moitié. Tu allais m'en donner 45%. La même chose que le gars qui a débarqué le mois dernier, avec 0 expérience, et tu allais en faire mon patron. Ce n'est pas un cadeau. C'est une insulte. La porte s'est ouverte. Drew est entré, a vu les documents étalés sur le bureau de papa, et son expression est passée de confuse à furieuse en environ 2 secondes. Qu'est-ce que c'est que ça? Ton frère nous trahit, a dit papa. Il nous fait concurrence. Encore une fois, il y a une différence. Drew a saisi ma liste de clients. Tu ne peux pas juste voler nos comptes. Regarde-moi faire. J'ai construit ces relations au cours des 7 dernières années, pendant que tu déplaçais de l'argent dans des feuilles de calcul. Ils viennent avec moi, parce qu'ils apprécient la compétence.
C'est du sabotage. Nous te poursuivrons en justice pour. Pourquoi? Pour avoir créé une entreprise, dans un secteur que je connais? Tu perdrais, et tu le sais. Pas de clause de non-concurrence. Pas d'accord de confidentialité. Pas de secrets commerciaux exclusifs. Papa n'a jamais cru à ces bêtises d'entreprise. Tu te souviens? Drew a regardé papa, comme s'il venait de réaliser que son père était un idiot. Tu ne lui as pas fait signer de clause de non-concurrence? Je lui faisais confiance, a dit papa doucement. Ouais. Eh bien, la confiance ne veut pas dire grand-chose, quand il vole notre entreprise, a rétorqué Drew. Je ne vole rien. Je prends ce qui m'appartient. À ce moment-là, d'autres mécaniciens arrivaient pour le quart du matin. Tommy a passé la tête, a vu la situation, et m'a fait un léger signe de tête. Je suis sorti du bureau, et je me suis adressé à l'équipe. 12 gars qui étaient avec moi depuis des années, et qui savaient que ce moment arrivait. Bonjour, tout le monde. Petite annonce. Je pars pour lancer ma propre opération. Pour ceux d'entre vous qui se sont déjà engagés à me rejoindre, nous commençons dans les nouvelles installations, mercredi matin. Pour tous les autres, sans rancune. Vous êtes de bons mécaniciens, et je respecte le choix que vous ferez. Un silence de mort. Puis Tommy a pris la parole. C'est quoi l'adresse, patron? Je la lui ai donnée. 11 autres mécaniciens ont sorti leur téléphone, et l'ont tapé. Drew est sorti en trombe du bureau. Tu ne peux pas faire ça. Tu détruis l'entreprise. Maman est apparue. Elle était dans le bureau du fond quelque part, probablement en train d'écouter toute la scène. Son visage était d'une fureur froide. Espèce de petit ingrat. Attention, maman. Tu ne voudrais pas dire quelque chose, que tu ne pourras pas retirer. Après tout ce que nous t'avons donné, tout ce que nous avons sacrifié. C'est à cause de cette fille, n'est-ce pas? La voix de maman est tombée dans le mépris. Elle t'a monté la tête, en te disant que tu méritais plus. Jen est la seule personne, qui a réellement soutenu ce que j'ai construit. Contrairement à ma famille. Elle n'est pas de la famille, a dit maman. Et elle ne le sera jamais. Nous voulions que Drew nous donne des petits-enfants, parce qu'au moins, nous savons qu'ils seraient élevés correctement. Voilà. Tout ce qu'ils insinuaient depuis des mois, finalement dit à voix haute. J'étais le fils sacrifiable, avec la mauvaise petite amie, et Drew était l'enfant prodige, qui fournirait des héritiers acceptables. Eh bien, profitez des petits-enfants hypothétiques de Drew, ai-je dit. Je vais profiter de ma vraie entreprise. Je suis sorti. Tommy et les autres ont suivi. Nous avons chargé nos outils personnels dans les camions, et sommes partis sans un mot de plus. En partant, j'ai regardé dans le rétroviseur. Drew se tenait sur le parking, son costume déjà sale à cause de je ne sais quoi, ressemblant à un homme qui venait de réaliser que son poste de direction était assorti d'un vrai travail. Papa se tenait sur le pas de la porte de l'atelier, paraissant 10 ans de plus que ce matin-là. Maman était au téléphone, appelant probablement des proches, pour se plaindre de ma trahison. Et moi, je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Le poids des attentes, des obligations familiales, de jouer le rôle du petit frère reconnaissant, tout cela avait disparu. Il était temps de construire quelque chose de vrai, quelque chose à moi, quelque chose qu'ils ne pourraient pas me reprendre, sous prétexte qu'ils avaient décidé, que le mauvais fils le méritait. Rodriguez Heavy Equipment Repair a ouvert ses portes, mercredi à 6 heures. 4 bails de service, 12 mécaniciens, suffisamment d'équipement pour gérer notre volume initial de clients, et zéro absurdité d'entreprise. À midi, nous avions terminé 4 travaux. À la fin de la première semaine, nous étions complets pour 3 semaines. Morrison Construction a transféré l'intégralité de son contrat de maintenance de flotte, d'une valeur de 1,8 million par an, le 3e jour. Bridgeport a suivi. Patterson Mining a appelé personnellement, pour confirmer qu'ils transféraient toutes leurs affaires. Il s'avère que, lorsque vous construisez de vraies relations, les clients suivent la personne, pas le nom de l'entreprise. Qui l'eût cru? L'équipe a travaillé comme des dingues, mais ils souriaient. Je les payais 18% de plus que dans l'ancien atelier, je leur donnais de meilleurs horaires, et je les traitais comme les professionnels qualifiés qu'ils étaient, au lieu de simples rouages d'une machine corporative. En l'espace de 3 semaines, j'ai embauché 4 autres mécaniciens.
En 6 semaines, nous avions loué l'espace supplémentaire, dans le bâtiment d'à côté, et étendu l'atelier à 6 bails. Le prêt du père de Jen était de 150 000 € sur 3 ans, mais à notre rythme de croissance actuel, je l'aurais remboursé en 14 mois. Pendant ce temps, l'ancien atelier se vidait de son sang. J'ai appris par des contacts du secteur, qu'ils avaient perdu 3 autres mécaniciens au cours du premier mois. Des gars qui n'étaient pas ravis des initiatives d'amélioration des processus de Drew, ou de son habitude de leur expliquer leur propre travail. Mon téléphone a explosé d'appels de ma famille. Papa a appelé 53 fois la première semaine. Maman a laissé des messages vocaux, allant de la colère, à la culpabilisation, pour finir à la limite de l'hystérie. Drew a envoyé des emails avec des objets tels que « conséquences légales » et « vol d'informations exclusives » que son avocat lui a probablement dit de ne pas envoyer. Je les ai tous ignorés, parce que j'étais trop occupé à construire quelque chose, qui fonctionnait vraiment. Jen et moi avons fixé la date de notre mariage. L'été suivant, une petite cérémonie, juste des amis proches et sa famille. Ma famille n'était pas invitée. Cette conversation avec maman, sur le fait d'être élevé correctement, avait brûlé les derniers ponts qu'il restait. Au bout de 3 mois, nous avons atteint 420 000 € de revenus mensuels. Nous avons embauché 6 mécaniciens supplémentaires, amélioré notre équipement, et mis en place un programme de formation, pour les jeunes gars voulant apprendre le métier. L'entreprise que j'avais imaginée, basée sur la compétence, le respect, et le fait de s'intéresser réellement au travail, devenait réalité. Vers le 4e mois, j'ai reçu un message vocal de Drew. Sa voix semblait différente, fatiguée, vaincue. Il faut qu'on parle. S'il te plaît, c'est urgent. Je l'ai supprimé. 2 jours plus tard, un autre message vocal, cette fois de papa, et il avait l'air pire que je ne l'avais jamais entendu. Fils, s'il te plaît rappelle-moi. Nous avons fait des erreurs. Nous avons besoin d'aide. J'ai failli rappeler. Failli. Mais ensuite, je me suis rappelé de « tout le monde est remplaçable », ce que Drew avait dit. Tu as eu des avantages, ce que papa avait dit. Elle ne sera jamais de la famille, ce que maman avait dit. Alors, j'ai laissé le message vocal non écouté, et je suis retourné au travail. Au 5e mois, mon cousin Alex a appelé. Mec, l'atelier de ton père est en train de mourir. Ils n'ont plus que 20 employés, tout au plus. Ils ont perdu la plupart de leurs gros clients. Et Drew a apparemment pété les plombs, la semaine dernière. Il a crié sur un mécanicien, pour avoir suggéré une approche de réparation. Et le gars est juste parti. Ça m'a l'air d'être une efficacité opérationnelle optimale. Ton père demande de tes nouvelles. Il veut savoir si tu envisagerais de parler. De quoi? Revenir faire le sauveur, après qu'ils aient essayé de me la mettre à l'envers? Je ne pense pas que ce soit ce qu'il veut. Je pense qu'il réalise juste, à quel point il a tout gâché. Un peu tard pour ça. C'est là qu'Alex a rappelé, à 2 heures du matin. Ton père s'est effondré à l'atelier, a dit Alex sans préambule. Il est à l'hôpital Mémorial. C'est grave. J'étais sorti du lit, avant d'avoir complètement assimilé les mots. Jen a pris ses clés sans poser de questions. 20 minutes plus tard, nous étions dans la salle d'attente des urgences. Maman était là, ayant l'air d'avoir vieilli de 10 ans, et 6 mois. Quand elle m'a vu, son visage s'est décomposé. Pas les larmes manipulatrices d'avant. Celle-ci était réelle. Il pense que c'est une crise cardiaque, a-t-elle dit, combinée aux complications de l'asbestose. Il est en chirurgie maintenant. Où est Drew? Son visage s'est durci. Je l'ai appelé il y a 4 heures. Il a dit qu'il viendrait, mais rien. Nous avons attendu. Finalement, un médecin est apparu. Monsieur Rodriguez est stable, mais de justesse. La crise cardiaque a été sévère. Combinée à ces dommages pulmonaires existants, nous sommes face à des besoins en soins intensifs. Il aura besoin de surveillance, de médicaments, et potentiellement, d'oxygène à domicile. Les coûts seront importants. À quel point important, a demandé maman. L'hospitalisation initiale coûtera environ 180 000 €. Les traitements continus pourraient s'élever à 5 000 ou 10 000 € par mois, selon les complications. Maman a pâli. Nous n'avons pas cette somme.
L'entreprise est en train de faire faillite. Nous avons déjà vendu la maison, pour couvrir les dettes. Le médecin avait l'air compatissant, mais ferme. Nous pouvons discuter de plan de paiement. Il aura besoin d'une opération d'ici la semaine prochaine. Une procédure cardiaque, qui coûte encore 90 000 € minimum. Sans cela, ses chances de survie chutent considérablement. Je couvrirai les frais médicaux, ai-je dit. Tous les frais. La tête de maman s'est relevée d'un coup. Quoi? Tu m'as entendu. Les soins médicaux de papa. Je les paierai, mais j'ai des conditions. N'importe quoi, a-t-elle chuchoté. Premièrement, c'est pour les frais médicaux de papa. Rien d'autre. Pas pour la maison, pas pour l'entreprise, pas pour les problèmes de Drew. Deuxièmement, je règle les comptes directement, avec l'hôpital et la pharmacie. Tu ne verras pas un seul centime en espèces. Papa a survécu à l'opération. Il est sorti de la salle de réveil, avec l'air d'un mort réchauffé. Des tubes partout, à peine conscient. Quand il m'a vu, des larmes ont coulé de ses yeux. Tu es venu, a-t-il chuchoté. Pour ta santé. C'est tout. Je suis désolé. Tellement désolé. Tu avais raison sur toute la ligne. Ouais, c'est vrai. Drew s'est finalement pointé 3 jours plus tard, quand papa était stable. Il est entré dans la chambre d'hôpital, comme s'il avait été là depuis le début. Comment va-t-il? Il est en vie, ai-je dit, et pas grâce à toi. Tu étais où? J'avais des engagements professionnels. Je ne pouvais pas tout laisser tomber. Papa a failli mourir, et tu avais des engagements professionnels. Compris. La voix de maman était glaciale. Ton frère a été ici tous les jours, à tout payer. Et tu n'as pas pu prendre la peine de te pointer pendant 3 jours? Drew avait l'air mal à l'aise. Je suis là, maintenant. C'est ça qui compte. En fait, non, ai-je dit. Selon notre arrangement, soit tu contribues aux soins de papa, soit tu n'as pas le droit de jouer au fils inquiet. Quelle est ta contribution? Je n'ai pas ce genre d'argent en ce moment. Alors, dégage. Drew est parti. Maman ne l'a pas retenu. C'est là que j'ai su que quelque chose avait changé. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai payé 287 000 € pour les soins de papa, j'ai mis en place des paiements automatiques pour ses médicaments, 4 800 € par mois, j'ai organisé l'oxygène à domicile, la physiothérapie, la surveillance cardiaque, tout cela. Via des comptes que je contrôlais directement. Drew a appelé une fois, exigeant que j'arrête de monter maman contre lui. J'ai raccroché. Il a essayé de débarquer à mon atelier. Tommy et 2 autres mécaniciens l'ont escorté hors de la propriété avec un message clair, reviens, et on appelle les flics. Papa s'est stabilisé au cours des mois suivants. J'ai continué à payer ses factures médicales. J'ai tenu parole là-dessus, mais les limites sont restées fermes. Pas de réunion de famille, pas de conversation du type « il faut qu'on parle », juste des paiements automatiques pour le maintenir en vie, et rien de plus. Mon entreprise a continué de croître. Nous avons atteint 750 000 € de revenus mensuels, au 9e mois. Nous avons décroché 3 contrats miniers majeurs, et un contrat de maintenance municipale, d'une valeur de 2,3 millions € par an. Nous employions 42 personnes, gérions 20 véhicules de service, et avions une liste d'attente d'entreprises, souhaitant nos services. Jen et moi avons avancé la date du mariage, quand nous avons appris qu'elle était enceinte. Je l'ai épousée dans le jardin de ses parents, par une parfaite après-midi d'octobre. Une petite cérémonie, peut-être 50 personnes, toutes des vrais amis, ou de la famille qui comptait. Son père a porté un toast sur l'intégrité, sur les hommes qui comprennent la responsabilité, et qui vont jusqu'au bout. La spirale infernale de Drew a continué. J'ai appris par Alex, qu'il était retourné vivre avec nos parents, dans leur petite location. Il a pris un emploi dans une firme régionale, gagnant à peine 70 000 €. Son profil LinkedIn a cessé d'être mis à jour. Le gars qui était censé apporter une réflexion de niveau MBA dans un atelier diesel, livrait des pizzas le week-end pour payer son loyer. Certaines leçons coûtent plus cher que d'autres. Notre fille est née, un matin glacial de janvier. 3,2 kilos, en bonne santé, parfaite. Nous l'avons appelée Elena, d'après la grand-mère de Jen. Quand je l'ai tenue pour la première fois, quelque chose de fondamental a changé.
C'était ça, la vraie famille. Pas l'obligation, pas l'ADN, pas la culpabilité. Juste le choix, l'amour, et la construction de quelque chose qui valait la peine d'être protégé. Papa a appelé, 3 mois après la naissance d'Elena. J'ai failli ne pas répondre. J'ai entendu dire que tu avais eu un bébé, a-t-il dit. Sa voix était plus forte maintenant. Le traitement fonctionne. Félicitations. Merci. Je ne m'attends pas à la rencontrer. Je connais les limites, mais je voulais te dire que tu seras un meilleur père que moi. Tu le es déjà. Le silence a frappé fort. Une véritable reconnaissance, de la part d'un homme qui avait passé des années à ne pas me voir. Drew m'a demandé de l'argent la semaine dernière, a continué papa. Il a dit qu'il avait besoin d'aide avec ses factures. Je lui ai dit non. Je lui ai dit que certaines personnes méritent de l'aide, alors que d'autres l'exigent simplement. C'est bien. Je ne mérite pas le pardon, mais tu avais raison sur toute la ligne. Et je suis fier de ce que tu as construit. Parce que c'est du concret. Nous avons discuté pendant encore 10 minutes. Pas de larmes, pas de réconciliation, juste de la reconnaissance. 2 ans plus tard, Rodriguez Heavy Equipment Repair a atteint 1,2 million d'euros de revenus mensuels. 53 employés, 23 véhicules de service, 14 contrats majeurs. Une valeur nette d'entreprise dépassant les 5 millions. La vie de Drew a continué de s'effondrer. Il a perdu un autre emploi. Il est retourné vivre à la maison avec maman et papa, dans leur petite location. Aux dernières nouvelles, il livrait des pizzas le week-end pour payer son loyer. Le gars qui était censé professionnaliser un atelier diesel, n'a pas pu professionnaliser sa propre vie. Certaines leçons coûtent tout ce que l'on a. Elena a eu 2 ans. C'est une enfant intelligente. Elle adore l'atelier. Elle adore regarder les mécaniciens travailler. Jen est de nouveau enceinte. Un garçon. Nous l'appellerons Daniel, d'après son grand-père. Une vraie famille, fondée sur le choix et l'amour, pas sur l'obligation. Maman envoie des cartes d'anniversaire. Elle ne repousse jamais les limites. Elle ne demande jamais à nous rendre visite. Elle reconnaît simplement, à distance, qu'elle a perdu quelque chose d'irremplaçable. Quand je regarde Elena, quand je regarde Jen, quand je regarde l'équipe qui a cru en moi dès le premier jour, je sais que le respect se gagne. Que les actions ont des conséquences. Et que s'éloigner des gens qui ne vous accordent pas de valeur, ce n'est pas de la cruauté, c'est de l'instinct de conservation. L'atelier ouvre à 6 heures. J'y suis généralement vers 5h30, un café à la main. Le dessin d'Elena est scotché sur le mur de mon bureau. L'équipe arrive. Le travail commence. Une autre journée passée à construire quelque chose de vrai, avec des gens qui comptent. C'est l'héritage que papa n'a jamais compris. Il ne s'agit pas de transmettre une entreprise. Il s'agit d'enseigner à ses enfants, que leur valeur n'est pas négociable. Que leurs limites ne sont pas de simples suggestions. Et que la famille, c'est ceux qui sont présents. Elena l'apprendra. Daniel, aussi. Ils sauront que le respect se mérite, il ne se donne pas. Le nom de Rodriguez perdure, mais simplement pas avec les personnes qui pensaient le posséder. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne, et nous aide à vous proposer davantage de meilleures histoires. Merci.